donc je donne la parole maintenant à Sandrine Bourga, qui est maîtresse de conférence en sciences du langage, Université Paris 8, qui va nous parler le droit des enfants sourds à grandir bilingues, prise en charge en âge préscolaire et encapacitement des parents. Encapacitement, on a parlé hier un peu d'empowerment, d'agentivité, de pouvoir d'agir, etc. Voilà une nouvelle approche. Aujourd'hui, je vais évoquer aussi ici avec vous et en particulier des spécificités d'accès au langage et on va parler des… Ok, donc allons-y. Donc, je vais parler des problématiques d'accès au langage chez les enfants sourds et en particulier des enfants sourds issus de parents entendants, des intérêts pour les enfants sourds de développer le langage à travers la langue des signes et à travers l'approche bilingue et des difficultés pour les parents d'avoir accès à cette option, à ce choix de communication et de construire finalement leur parentalité en tant que parents entendants d'enfants sourds. Voilà, c'est bien. Vous pouvez aller sur cette diapo. OK. Ma communication, elle se situe donc dans le champ disciplinaire des sciences du langage, donc puisque je suis linguiste. Je vais plus particulièrement avoir une approche en acquisition du langage et en sociolinguistique. Et en préambule, je vais essayer de définir ce qu'on appelle la surdité, puisqu'on parle de ça, de l'enfant sourd. La surdité, ce n'est pas pour moi l'absence d'audition, ça signifie plutôt qu'il n'y a pas d'accès naturel et facile aux sons de l'environnement, dont ceux de la voix. Donc, depuis toujours, il existe deux visions de la surdité qui conditionnent la prise en charge des enfants sourds, leur éducation et leur scolarité et finalement l'accès au savoir. Donc, ces deux visions sont d'une part une vision qui est ciblée sur l'oreille à réparer, la déficience. Donc, elle conditionne une approche au savoir via des techniques de réhabilitation de la parole, des techniques de rééducation. C'est donc une approche monolingue avec le fait qu'au fur et à mesure de l'avancement des technologies sont de plus en plus perfectionnées et une des technologies de réhabilitation de l'audition, c'est l'implant cochléaire dont on a parlé hier avec une des communications. L'autre façon de voir les choses, ça va être de considérer la surdité dans ce qu'elle a de biologique, bien sûr, mais aussi de considérer la surdité comme, dans ses aspects culturels et de prendre donc en compte la langue des sourds comme langue support d'une communauté linguistique minoritaire. Donc, cette vision ne va pas considérer l'enfant sourd comme une personne déficiente, oui, c'est bon, comme une personne déficiente, mais plutôt va envisager les sourds comme des individus qui ont réorganisé leur sens différemment, avec une utilisation accrue du canal visuel et une expression gestuelle qui s'est développée dans des langues très perfectionnées. Donc, cette approche, elle met en valeur le potentiel de la langue visuelle gestuelle des sourds, cette langue qu'ils ont fait émerger de manière naturelle en lien avec la surdité. Donc, à la clé de cette vision du monde, cela implique que cette langue doit être présente dans l'éducation, au même titre que le français, et donc ça conditionne une approche bilingue. OK, vous pouvez rester sur cette diapo. Historiquement, le XVIIIe siècle et le XIXe siècle ont été deux siècles très florissants qui ont vu se développer de nombreuses écoles avec non seulement un enseignement en langue des signes, mais aussi des professeurs sourds. Par contre, la proscription d'utiliser la langue des signes a été décrétée lors d'un congrès très célèbre qui est le congrès de Milan de 1880 et qui a largement impacté l'évolution des écoles et de l'enseignement des enfants sourds et malentendants en langue des signes. Donc, tout finalement a dû être reconstruit à partir du réveil sourd des années 1880. Donc, jusqu'en 1991, concrètement, les parents n'avaient pas le libre choix de décider du mode de communication à donner à leur enfant sourd et de la scolarité. Ils étaient automatiquement orientés vers l'oral. Donc ici, aujourd'hui, on va évoquer la question de l'accès au langage chez les enfants sourds en lien avec ces questions de parentalité, en se centrant sur la période d'âge préscolaire pour tout ce qui est développement de l'accès au langage, développement de l'accès au langage et encapacitement des parents. On va changer la diapo. OK, on va commencer donc par parler au niveau de la diapo aussi sur l'accès au langage chez les enfants sourds. Et on va commencer par rappeler avec la diapo 7 quelques
principes concernant l'acquisition du langage. Donc, la première chose qu'on doit dire, c'est que le langage, il est de nature biologique, bien sûr, mais il est aussi de nature sociale. Il y a une très, très grande importance à souligner cet aspect du social du langage. Le langage, la langue, elle est parlée en société, avec un entourage, et c'est cet entourage qui va apporter le langage et qui va permettre le développement langagier chez l'enfant. L'importance de l'input langagier est à souligner. L'input langagier, c'est l'approvisionnement, l'apport langagier que fait l'entourage restreint, mais aussi l'entourage élargi à l'enfant. Et c'est la fréquence et la qualité de cet input qui va permettre que l'enfant développe ce langage. Donc, la nécessité d'être exposé très précocement au langage est évidente, puisque ça permet d'acquérir la fonction langagière et de s'exprimer, mais aussi, au-delà de ça, le langage va permettre de construire la pensée et aussi de construire les relations sociales. Donc, dans le développement langagier, ce qui est important, c'est à la fois le langage adressé et à la fois le langage non adressé, c'est-à-dire le langage qu'on adresse en prenant l'enfant comme partenaire de l'interaction, et également toutes les verbalisations que l'enfant capte qui ne lui sont pas directement adressées. Et au sein de cette acquisition, bien sûr, la relation, elle est centrale, et en particulier l'interaction. Le langage s'acquiert aussi par un effet interactif entre, bien sûr, la mère et l'enfant, et avec toutes les interactions sociales. Donc, on change pour la diapo 8. Au sein de cette acquisition du langage, la langue des signes a, à mon sens, une place à avoir, bien sûr. La langue des signes, on va le rappeler, c'est la langue d'accès naturel des enfants sourds. C'est la seule langue qui est naturellement perceptible au sens de l'enfant sourd, et c'est une langue qui a été décrite linguistiquement dans ses subtilités, etc., qui n'a rien à envier en termes de valeur linguistique aux autres langues vocales. Elle permet d'assurer un développement cognitif normal, mais elle s'avère aussi également biologiquement équivalente à une langue parlée. Donc, les études sur l'acquisition de la langue des signes chez les enfants sourds montrent le parallélisme qu'il y a entre les mécanismes d'acquisition de la langue via la langue des signes chez les enfants sourds et les mécanismes d'acquisition de la langue française chez les enfants entendants qui acquièrent la langue parlée. Donc, ces mécanismes, ils sont comparables. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le développement de l'enfant sourd en milieu signant, il est semblable au développement linguistique en mots, en langue vocale, chez un enfant entendant, et même il est antérieur. Donc, les langues des signes françaises, les langues des signes, elles peuvent être des équivalents théoriques d'une langue première pour les enfants sourds. Par ailleurs, les recherches sur les home signs, elles montrent que naturellement, un enfant sourd qui naît dans un milieu entendant, si l'entourage est stimulant, s'il accueille la communication de l'enfant, s'il accueille les verbalisations gestuelles de l'enfant, il va pouvoir faire émerger une langue des signes primaire grâce à son entourage, même s'il est entendant. Donc, on va changer la diapo pour la diapo 9. Et on va parler maintenant de l'aspect atypique de l'acquisition du langage chez l'enfant sourd. La première chose à noter, c'est que la majorité des enfants sourds, ils sont nés de parents entendants. C'est-à-dire, ça représente 90% des situations, voire 95% des situations. Donc, au moment de l'acquisition du langage, évidemment, il y a une rupture dans la transmission de la langue de la famille, puisque la famille parle la langue vocale, la langue des entendants. Et pour la très grande majorité des enfants sourds, la langue des signes n'est pas présente en amont, en milieu familial, et la famille n'a pas ou peu de contacts sociaux avec les sourds ou avec la langue des signes. Donc, ça veut dire que concrètement, dans la majorité des situations, il n'y a pas, au moment de la naissance de l'enfant ou au moment du diagnostic de surdité, il n'y a pas de langue qui est présente pour accueillir l'enfant. On doit souligner que quelle que soit la qualité affective de l'entourage, un enfant sourd ne peut pas développer seul le langage oral puisqu'il ne le perçoit pas. Il ne peut pas le développer en l'absence d'adaptation et il ne peut pas non plus développer le langage sans avoir une langue accessible à ses sens. Donc, on voit qu'il y a un problème au niveau du langage non adressé et même du point de vue du langage adressé. Une autre chose à dire, c'est que la langue des signes, c'est la langue naturelle des enfants sourds, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne nécessite pas d'apprentissage. La langue des signes française, elle va s'acquérir à la même vitesse que n'importe quelle langue parlée, si l'exposition est équivalente en qualité et en quantité.
Sur les aspects communicatifs, et c'est la diapo 10, l'enfant, il est considéré comme un aide de communication. Tous les enfants sont des aides de communication et la communication, elle tient une place très, très importante pour assurer les bases du développement du langage. Par contre, l'annonce de la surdité, pour les parents, elle va avoir des impacts sur la communication. Elle est vécue dans la majorité des cas comme un événement traumatisant, comme un deuil à faire. Donc, on observe chez les parents une rupture de ce qu'on appelle le parentage intuitif, et en particulier du parler bébé. Et les parents entendants vont commencer à limiter leur communication donc orale, ils vont appauvrir leur langage, voire ils vont même arrêter de communiquer. Donc, c'est assez important comme conséquence. Donc, on va passer à la diapo 11. Donc, quelles sont les conséquences sur l'enfant sourd? C'est que dans la plupart du temps, il y a une acquisition tardive de la langue des signes et on observe aussi des effets de carence langagière, de privation langagière pour l'enfant sourd. C'est ce qu'on appelle le syndrome de déprivation langagière qui commence à être de plus en plus étudié maintenant. D'autre part, la langue des signes, elle n'est pas la plupart du temps présente dans l'environnement scolaire, ce qui va impacter encore l'enfant au niveau du développement du langage. L'écart linguistique se creuse et ça va entraîner éventuellement des difficultés d'accès à l'écrit, à la langue écrite. Donc, les difficultés à l'écrit des sourds, elles sont plus dues à des carences langagières, à un mauvais développement langagier que finalement à la surdité elle-même. Autre conséquence, c'est la multiplicité des pratiques de bilinguisme qu'on va observer chez les sourds, avec des sourds qui sont bilingues, langue orale, langue écrite, français, langue des signes française, et puis des sourds qui ont une maîtrise très, très, très variable de la langue des signes, de la langue orale, de l'écrit, etc. Donc, il y a vraiment une multiplicité de variétés d'expressions en langue des signes et une multiplicité de profils de bilingues, finalement. Alors, on va passer à la diapo 12 et voir un petit peu ce qui se passe du côté des parents, d'après un certain nombre d'études qui ont étudié les trajectoires des parents d'enfants sourds après l'annonce de la surdité. Et donc, ces études, elles nous disent une chose très importante, donc diapo 13, c'est que les parents ont une très grande difficulté à avoir accès à une information impartiale. C'est-à-dire qu'actuellement, en France, le dépistage néonatal se fait automatiquement et systématiquement à J+2, et à partir de là, les parents vont recevoir une information en milieu médical, mais où la langue des signes ne va pas être vraiment présentée comme une vraie option de communication, comme un vrai choix. Le professionnel qui oriente le parent, c'est souvent un professionnel ORL, de type ORL, on va dire, ou un spécialiste de l'audition. Il est placé lui-même dans une situation de handicap partagé par rapport à la langue des signes, par rapport à la maîtrise de la langue des signes qu'il ne maîtrise pas la plupart du temps. Donc, il va orienter principalement sur des solutions envers l'oral. Et il y a effectivement beaucoup d'informations concernant pratiquement uniquement l'implant cochléaire, avec une pression pour cet implant cochléaire, avec cet argument que pour que cela marche, il faut que l'enfant soit implanté le plus précocement possible, ce qui est sans doute vrai, mais ce qui implique une temporalité très rapide pour la prise de décision pour le parent. Donc, les parents, ils sont vraiment dans la confusion par rapport à la prise en charge, aux différentes approches. Ils sont vraiment inquiets parce que tous ces choix de communication, ils impliquent des enjeux liés à la scolarité. Donc, on observe un sentiment d'incompétence parentale chez les parents qui est très présent, et ce que j'ai appelé un sentiment de dépossession de la parentalité ou de parentalité empêchée, puisque finalement, le parent, il n'a pas vraiment l'impression de faire un choix libre, ou en tout cas, il n'a pas, des fois, il laisse même au professionnel l'option de faire le choix lui-même, finalement. Donc, il y a vraiment une difficulté à faire le choix de la langue des signes et du bilinguisme, et c'est la diapo 14, aussi parce qu'il y a des empêchements purement pragmatiques, c'est-à-dire, par exemple, la peur de l'isolement pour les parents, du manque social, la peur du ghetto des sourds, la difficulté, le temps demandé par l'apprentissage de la langue des signes pour tous les membres de la famille, le fait que les parents n'ont pas d'autres témoignages d'enfants de parents sourds, ou de témoignages de personnes sourdes elles-mêmes pour les aider à construire leur parentalité, ou tout simplement le fait que même s'ils avaient l'intention de faire cette option du choix de la langue des signes et du bilinguisme, ils sont dans un désert territorial concernant la langue des signes et les écoles pour sourds proposant cette éventualité.
Donc, on passe à la diapo 15. Au niveau des empêchements législatifs, ils sont vraiment réels, puisque, comme on l'a rappelé en introduction tout à l'heure, il y a eu la fin de la proscription de l'utilisation de la langue des signes dans les années 80, et c'est la loi Fabius de 1991 qui va redonner la possibilité de ce libre choix pour les parents sourds, le libre choix du bilinguisme. Avec le fait que c'est assez, ça a été assez contraint assez rapidement par le décret d'application de 1992 qui va limiter l'option du bilinguisme aux sourds les plus sourds, si j'ose dire. Donc la réalité, c'est qu'en 1998, seuls 5% des enfants sourds avaient accès à une scolarité bilingue. Donc c'est relativement peu. Il faut attendre la loi de 2005, du 11 février 2005, pour qu'il y ait une vraie reconnaissance politique du statut de la langue des signes comme langue et comme discipline scolaire et comme possible véhicule de la communication et des savoirs pour les enfants sourds, et une réaffirmation au bilinguisme. Avec le fait qu'à chaque fois qu'il y a des avancements législatifs au niveau du bilinguisme, ils sont assez rapidement contraints par des décrets ou restreints. Donc, aussi vite qu'on accorde des droits sur ce bilinguisme, ils sont un petit peu contraints. Donc, ça représente vraiment un empêchement. Donc, finalement, c'est la diapo 14, la privation volontaire et consciente de la langue des signes dans l'éducation des sourds, elle a été pendant très très longtemps la norme. Et pendant très longtemps, il n'y a pas eu de regard bienveillant sur la surdité ou sur la langue des signes. Et le fait est que dans la plupart des cas, les solutions mises en place ne prennent pas vraiment en compte le statut auditif de l'enfant sourd. Et comme si c'était une volonté assimilatrice de la surdité. Donc, on peut effectivement qualifier ces attitudes bien vivaces encore aujourd'hui de défiance vis-à-vis de la langue des signes, de glottophobie, c'est-à-dire de stigmatisation linguistique. Donc, dans les faits… Il nous reste 3 minutes. Oui, Merci. c'est très court. Alors, dans les faits, la situation d'exercice du libre choix n'existe pas vraiment. Ce n'est pas effectif, on va dire. Et depuis les années 70, les parents d'enfants sourds ont dû se battre pour le droit à avoir accès à des écoles bilingues. Et beaucoup de parents ont situé leur combat pour le bilinguisme du côté des droits linguistiques de l'enfant sourd, voire du côté du droit de l'enfance, en créant par exemple une charte des droits de l'enfant. Et rappelons-le, les enfants sourds ne sont pas des enfants entendants qui ne peuvent pas entendre. Donc, il y a vraiment un intérêt effectif à avoir la langue des signes et le bilinguisme comme option réelle pour ces enfants. Donc, je n'aurai malheureusement pas le temps de vous parler de la dernière partie de mon intervention, qui était une présentation de possibles solutions d'encapacitement pour les parents et pour le développement du langage chez les enfants sourds, qui consistait en une étude d'établissement petite enfance proposant une inclusion pour les enfants sourds et proposant la langue des signes dans le panel de leurs outils. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai étudié. Je vais vous proposer au cours de cette communication une étude des dispositifs avec une réflexion sur l'impact des pratiques professionnelles sur l'acquisition langagière des enfants sourds. Donc, je vais juste terminer, et je pourrais revenir là-dessus au cours de la discussion, en disant que les parents d'enfants sourds les parents entendants en particulier qui ont un enfant sourd, ils vont être confrontés à l'annonce du diagnostic, mais aussi à la découverte d'une vision du monde qui est inconnue, c'est celle des sourds, avec sa langue, sa culture, et ils vont avoir des décisions à prendre concernant l'avenir de leur enfant, sa communication, sa scolarité. Par contre, il y a des blocages bien réels au niveau de la parentalité qui sont aussi bien d'ordre affectif, psychologique, linguistique, législatif et institutionnel. Donc, le libre choix qu'ont les parents de donner l'oral ou la langue des signes est vraiment un supposé libre choix, puisqu'il y a une forte promotion au milieu médical de la langue vocale et des appareillages prothétiques. Donc, il y a urgence à faire un travail dans la période de la petite enfance, à mon sens, aussi bien du côté des enfants et du développement langagier, pour trouver des solutions pour avoir un meilleur accès à la langue des signes, pour avoir accès à un meilleur bain de langage dans les années, très précocement dans les années de 0 à 3 ans, mais aussi il y a vraiment urgence à travailler un accueil des parents, les encapacitant, les autonomisant et leur permettant aussi d'avoir accès à la langue des signes pour qu'ils soient aussi dans la communication
avec leur enfant et pourquoi pas des modèles langagiers en langue des signes. Je vais terminer là et je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, est-ce qu'il y a des questions pour notre intervenante? Oui, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Mais tu peux commencer par le fond, puisque tu es là-bas, Mariama, et puis ensuite monsieur devant. Allez-y, on va essayer. Oui. Parfait. Est-ce que vous entendez la question? Pas du tout, si vous voulez bien me la répéter. Non. Parlez vraiment comme ça. Virginie, est-ce que vous m'entendez, Sandrine? Oui, parfaitement, merci. Donc, parlez fort et vraiment dans le micro, sinon. À l'Université de Laval, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai bien compris qu'il y avait des plans législatifs. Je ne sais pas aller très vite parce qu'on va manque de temps sur la situation pour le vécu des parents. Je me demandais finalement tous ces empêchements pour accéder à ces modalités bilingues. Concrètement, pour les parents, comment ça se fait? À quel niveau ça se situe? Est-ce que c'est au niveau, je ne sais pas, des orthophonistes, des professionnels? Est-ce que c'est au niveau aussi des écoles? Est-ce que c'est aussi au niveau des financements? Par qui? Comment l'enfant puisse avoir accès à ce là? Je pense que c'est vraiment complexe. Ouais. J'ai entendu votre question, je vous remercie. Les empêchements, ils se situent dès le départ parce qu'avec un diagnostic néonatal à J+2, l'enfant pour lequel il y a une surdité ou pour lequel on suspecte une surdité va très vite être orienté vers les professionnels de l'audition, on va dire, hein, puisque de toute façon, le dépistage il se fait à la maternité en milieu médical et va ensuite être transféré voilà, vers des médecins ORL, par exemple. Donc, dès le début, si vous voulez, l'information, elle est plutôt une information sur la réhabilitation de l'audition, les appareillages, surtout que les ORL, ils vont expliquer que pour que l'implant cochléaire marche, et c'est sans doute vrai, il faut qu'il soit fait le plus précocement possible. Donc, avant 18 mois, avant 2 ans, dans cette temporalité-là. Donc, les premiers interlocuteurs, ça va être des médecins, ça va être la santé, ça va être le milieu de l'audition. Et ils ne vont pas forcément, et c'est normal, hein, puisqu'ils sont spécialistes de l'audition, ils ne vont pas forcément parler de la langue des signes et ils ne vont pas forcément parler de toutes les possibilités qui sont là. Cependant, maintenant, avec l'accès à Internet, on a facilement accès à plein d'informations. Donc, les parents, ils cherchent eux-mêmes aussi ces informations et ils peuvent éventuellement contacter des associations pour parents d'enfants sourds ou d'autres interactants. Mais dans les premiers temps de l'annonce du diagnostic, au moment où effectivement il y a ce besoin de travailler autour du langage, le besoin de travailler sur le développement du langage, il va y avoir cette annonce qui est faite et qui est faite plutôt sur un versant avec une promotion de l'oral. Donc, l'empêchement, il est là dès le départ. Après, il y a effectivement au niveau de la scolarité des freins qui sont effectifs, puisque s'il n'y a pas d'école bilingue dans le coin, eh ben, effectivement, la possibilité d'avoir recours à la langue des signes dans la scolarisation n'est pas possible, en fait. Donc, ça prend un peu le relais à partir de 3 ans, si vous voulez. Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Sinon, on va être obligé d'arrêter un peu trop vite. Allez-y, monsieur. Bonjour, l'ami Vic. On sait de l'étranger, californien expatrié, défenseur du biolinguisme. Qu'est-ce que vous feriez pour stopper l'invasion grandissante, envahissante et très polluante de l'hégémonie américaine dans le domaine biolinguistique? Dans le domaine biolinguistique, vous ne me parlez pas de la question spécifique des sourds, c'est ça? Vous parlez de l'hégémonie linguistique de la langue américaine, c'est ça? Mais bon, pour les handicapés sourds, ça me paraît aussi très perturbant. Alors, une réponse courte. Est-ce qu'il y a d'autres questions après ou pas? Effectivement, il y a des actions de promotion de la langue française à travers la
francophonie. Je vous renvoie à des travaux en sociolinguistique sur ces questions. Là, tout de suite, je n'ai pas la possibilité de détailler plus. Merci. Pas d'autres questions? Eh bien, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.